Dans cette nuit fatidique à Paris sous les lumières tamisées du salon familial dans le 16e arrondissement, Émilie se leva soudainement, le cœur battant à tout rompre. « Je suis lesbienne », annonça-t-elle d'une voix ferme mais tremblante, les yeux fixés sur ses parents sidérés. Elle avait dit pour protéger sa sœur Sophie qui se trouvait au bord des larmes, accusée implicitement par la famille d'avoir une relation inappropriée avec une amie. La soirée avait commencé de manière ordinaire, un dîner des anniversaires pour célébrer les 60 ans de leur mère dans l'appartement haussmannien hérité des grands-parents. Monsieur et Madame Dupont étaient des catholiques pratiquants assidus à la messe dominicale au sein de la paroisse Saint-Honoré des Helauds, attachés aux traditions familiales et aux valeurs morales strictes qu'ils transmettaient depuis toujours à leurs 3 enfants. Pierre, l'aîné de 32 ans, ingénieur dans une grande entreprise publique, était venu avec sa femme Isabelle et leurs 2 jeunes fils, apportant une atmosphère de normalité bourgeoise. Sophie, la benjamine de 18 ans, étudiante en première année de lettres à la Sorbonne, semblait anormalement silencieuse depuis le début du repas, les mains crispées sur sa serviette, les yeux fuyants. La conversation avait glissé insidieusement vers les projets et avenirs des enfants, comme souvent lors de ces réunions. Madame Dupont avait évoqué avec fierté les fiançailles récentes de Pierre et Isabelle, puis elle s'était tournée vers Sophie avec un sourire forcé mais inquisiteur. « Ma chérie, tu es à un âge où il faut penser sérieusement à ton avenir », avait-elle dit d'un ton qui se voulait bienveillant mais qui cachait une pointe d'inquiétude. « J'y ai entendu des rumeurs au club de bridge au sujet de cette amie avec qui tu passes tant de temps, cette Juliette. Ce n'est pas convenable pour une jeune fille de bonne famille. Peut-être devrions-nous envisager une rencontre avec le fils des Martin, un bon parti qui pourrait te stabiliser. » Sophie avait pâli instantanément, ses joues devenant livides. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois », avait-elle murmuré d'une voix à peine audible, mais la mère avait continué sans elle écouter, évoquant les dangers de mauvaise influence, les pressions sociales et la nécessité de corriger toute déviation avant qu'il ne soit trop tard. Émilie, assise en face de sa sœur, avait senti son estomac se nouer. Elle connaissait la vérité. Sophie lui avait confié en secret quelques semaines plus tôt ses sentiments naissants pour Juliette, une camarade de classe douce et intelligente qui partageait ses goûts littéraires. Sophie était terrifiée à l'idée que la famille découvre cette attirance et la rejette comme elle l'avait fait avec une cousine éloignée des années auparavant, accusée de mœurs légères. Émilie elle-même portait un secret bien plus lourd depuis 10 ans. Assistante sociale dans un centre d'aide aux familles en difficulté du 18e arrondissement, elle avait rencontré Claire, une enseignante de 30 ans, lors d'une formation continue. Leur relation discrète, faite de rendez-vous volés dans des cafés discrets du Marais et de week-ends à la campagne, était son seul refuge dans un monde où elle se sentait constamment sur la défensive. Elle avait caché son orientation par peur du rejet familial, par crainte de perdre son emploi dans un milieu professionnel encore marqué par des préjugés et surtout par le désir de ne pas ajouter de fardeau supplémentaire à une famille déjà fragilisée par la maladie du père quelques années plus tôt. Mais ce soir-là, voyant la terreur dans les yeux de Sophie et entendant les mots blessants de leur mère, quelque chose se brisa en elle. Sophie était la lumière de la famille, la préférée de tous, celle que Émilie avait toujours protégée des disputes parentales, des moqueries scolaires et des attentes trop lourdes. Enfant, Émilie se souvenait avoir pris les punitions à sa place quand Sophie cassait un vase ou ratait un devoir. Aujourd'hui encore, elle ne pouvait pas laisser sa petite sœur affronter seule ce tourbillon de jugements et de rejets potentiels. Les mots sortirent avant qu'elle puisse les retenir. « Maman, papa, arrêtez. Ce n'est pas Sophie. C'est moi. Je suis lesbienne depuis longtemps. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Dupont porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés des horreurs. Monsieur Dupont se leva lentement, le visage rouge de colère, les veines du cou saillantes. « Qu'est-ce que tu dis, Émilie? Ce n'est pas possible, pas dans notre famille, pas sous notre toit. » Pierre regarda sa sœur avec un mélange d'incrédulité et de déception. Sophie la fixa bouche bée, un mélange de gratitude immense et de culpabilité dévorante traversant son regard. Émilie continua malgré les larmes qui montaient, expliquant d'une voix entrecoupée comment elle avait découvert son orientation au lycée lors d'une amitié qui avait tourné à elle amour, comment elle avait souffert en silence de la peur constante, comment elle voyait chez Sophie les mêmes signes et refusait que sa sœur endure la même solitude intérieure. Mais les parents ne voulurent rien entendre. « Tu nous as menti pendant toutes ces années », hurla le père. « Tu as trahi nos valeurs, notre foi, notre confiance. Sors de cette maison immédiatement et ne reviens pas tant que tu n'auras pas retrouvé la raison. » La mère pleurait en silence, murmurant des prières inaudibles.
Pierre tenta une médiation maladroite mais finit par soutenir les parents arguant que l'exemple était dangereux pour ses propres enfants. Sophie essaya d'intervenir. Papa, ce n'est pas juste, Émilie me protège, mais sa voix fut couverte par les cris. Cette nuit, Émilie quitta l'appartement avec une valise hâtivement remplie de vêtements essentiels et quelques souvenirs d'enfance, le cœur en miettes, marchant sous la pluie fine qui tombait sur les avenues bordées de platanes. Elle appela Claire depuis un banc près du Trocadéro, mais la conversation fut tendue. Pourquoi maintenant, Émilie? Pourquoi pas avant, quand nous en parlions? Pourquoi me faire porter ce poids soudain? Demanda Claire, blessée par ce coming-out public qui changeait tout. Émilie erra ensuite dans les rues désertes, repensant à son enfance protégée à Paris, aux vacances en Provence, aux messes obligatoires et à cette double vie qui venait de s'effondrer. Elle avait tout risqué pour Sophie, mais le prix semblait déjà insupportable. Les heures passèrent jusqu'à l'aube et elle se réfugia finalement dans un petit hôtel près de la gare de Lyon, épuisée émotionnellement et physiquement. Le lendemain matin, Émilie se réveilla dans la chambre impersonnelle de l'hôtel avec un mal de tête lancinant et le poids d'une réalité écrasante sur la poitrine. Elle vérifia son téléphone, des messages de Sophie arrivaient en rafale. Merci grande sœur, je suis désolée, je ne voulais pas que ça arrive, je t'aime, mais les parents sont furieux, ils parlent de me surveiller davantage. Émilie répondit brièvement en essayant de la rassurer, mais au fond d'elle, la culpabilité et la peur se mêlaient. Avait-elle vraiment protégé Sophie ou avait-elle simplement transféré le fardeau sur ses propres épaules au risque de tout perdre? Elle tenta de contacter ses parents, mais les appels tombaient directement sur messagerie. Un message vocal froid de son père arriva plus tard. Tu as fait ton choix, Émilie, nous ne pouvons plus te considérer comme notre fille tant que tu persistes dans cette voie immorale. Ta mère est effondrée. Ne reviens pas. Les mots la transpercèrent comme des lames. Elle pensa à appeler Pierre, mais il répondit sèchement lors d'un bref échange téléphonique: je suis désolée Émilie, mais je dois penser à ma famille. Les enfants posent des questions et Isabelle est choquée. Donne-nous du temps. En réalité, ce temps semblait être un euphémisme pour un rejet définitif. Au travail, le centre social du 18e arrondissement, et l'ambiance changea subtilement. Sa supérieure, une femme pragmatique mais conservatrice, la convoqua dans son bureau en fin de matinée. J'y ai reçu un appel de votre mère hier soir, Émilie. Elle semblait très inquiète pour votre bien-être spirituel. Nous apprécions votre travail, mais dans notre structure qui traite beaucoup de familles traditionnelles, votre situation personnelle pourrait poser problème si elle devient publique. Prenez quelques jours de congé pour réfléchir. Émilie sentit le sol se dérober. Son poste qu'elle aimait tant, aider les mères célibataires, les jeunes en difficulté, les familles immigrées, était menacée indirectement par les préjugés familiaux qui s'infiltraient dans sa vie professionnelle. Elle rejoignit Claire dans leur café habituel près de la place des Vosges. Claire, elle attendait, les traits tirés. Elles parlèrent longuement, Émilie expliquant en détail le dîner, la décision impulsive, la réaction familiale. Claire écouta, mais son regard trahissait de la douleur. Tu m'as toujours demandé d'être patiente, de rester discrète parce que ta famille n'était pas prête, et maintenant tu le cries sur les toits pour ta sœur. Je comprends ton geste, mais je me sens trahie moi aussi, comme si notre relation était secondaire. Émilie tenta de la rassurer en lui tenant la main discrètement, mais Claire retira la sienne doucement. J'y ai besoin de temps pour digérer ça. Peut-être devrions-nous faire une pause. Seule dans les rues de Paris, Émilie marcha jusqu'au canal Saint-Martin, s'asseyant sur un banc à regarder les péniches passer. Les souvenirs affluaient, sa première rencontre avec Claire lors d'une conférence sur l'éducation inclusive, leur rire partagé, leurs discussions profondes sur la société française encore marquée par l'héritage catholique et les débats autour du mariage pour tous. Elle avait toujours admiré la force tranquille de Claire qui assumait son identité depuis l'adolescence, mais Émilie avait choisi la prudence. Maintenant cette prudence avait explosé et elle se sentait nue, vulnérable face au monde. Sophie, elle appela en fin d'après-midi, la voix tremblante. Les parents m'ont interdit de te voir, ils disent que tu as une mauvaise influence. Mais je veux te remercier Émilie, sans toi ils m'auraient forcé à rompre avec Juliette tout de suite. Je me sens coupable pourtant. Émilie la consola, mais au fond elle sentait une fissure naissante dans leur lien. Le soir, elle dîna seule dans un petit restaurant vietnamien du quartier chinois, repensant aux choix moraux qui la tourmentaient. Était-ce juste de sacrifier son bonheur pour préserver celui de Sophie? Avait-elle le droit d'imposer son coming out à Claire et à sa carrière? La nuit fut agitée, pleine de cauchemars où ses parents la reniaient publiquement devant l'église du quartier.
Les semaines suivantes furent un tourbillon de confrontations et de pertes successives. Émilie fut officiellement mise en congé sans solde au centre social suite à une plainte anonyme probablement orchestrée par sa mère via des relations paroissiales. Ses économies fondaient rapidement sans le soutien familial qu'elle avait toujours considéré comme acquis. Elle trouva un petit studio meublé près de Belleville grâce à une ancienne collègue compatissante, mais l'isolement pesait lourd. Les amis communs du cercle familial commencèrent à s'éloigner, certains bloquant son numéro et autres envoyant des messages polis mais distants, regrettant la situation sans prendre parti ouvertement. Une confrontation majeure eut lieu lorsque Sophie accepta sous la pression parentale un rendez-vous avec le fils des Martin, un jeune avocat ambitieux et conventionnel. Émilie elle apprit par un message confus de sa sœur. « Je ne sais plus quoi faire, il menace de me couper les vivres pour mes études si je refuse. » Juliette est triste mais elle comprend. Émilie se rendit chez Sophie en cachette un soir tardif et elles parlèrent pendant des heures dans un parc voisin. Sophie pleurait, avouant sa peur de perdre l'amour parental et sa confusion intérieure. « Mais toi Émilie, tu as tout perdu à cause de moi. Est-ce que ça en valait la peine ?» La question resta suspendue dans l'air sans réponse claire. Claire revint brièvement mais la tension persista. Lors d'une dispute dans l'appartement de Claire, elle reprocha à Émilie son manque de communication préalable. « Tu as choisi le sacrifice héroïque sans me consulter et maintenant notre couple en paie le prix. Je t'aime mais je ne peux pas vivre dans l'ombre de tes regrets familiaux. » Elles se séparèrent temporairement, Émilie rentrant chez elle le cœur lourd, se demandant si son geste avait détruit non seulement sa famille mais aussi son seul véritable amour. La trahison la plus douloureuse vint de Pierre, qui organisa une réunion familiale sans elle pour discuter de l'héritage et des biens familiaux, elle excluant implicitement des discussions. Quand Émilie elle affronta au téléphone, il répondit sèchement « Tu as fait un choix qui va contre tout ce que nous croyons. Nous devons protéger Sophie maintenant qu'elle semble revenir dans le droit chemin. » Émilie hurla de frustration, accusant son frère de lâcheté et de conformisme, mais il raccrocha, laissant un vide abyssal. Intérieurement, Émilie traversait une crise profonde, remettant en question ses valeurs. Elle avait toujours cru que protéger les siens était le devoir ultime, mais maintenant elle voyait les conséquences: le rejet social, la solitude, la perte des identités professionnelles. Des nuits entières, elle lisait des ouvrages sur l'histoire du mouvement LGBT en France depuis les années 70 jusqu'au mariage pour tous de 2013, cherchant des modèles de résilience. Mais les doutes persistaient. Avait-elle fait le bon choix en parlant ce soir-là, ou avait-elle simplement accéléré sa propre chute? Le point le plus bas arriva lors d'une tentative de réconciliation avortée. Émilie se présenta un dimanche matin devant la porte de l'appartement familial, un bouquet de fleurs à la main, espérant que le temps avait adouci les cœurs. Sa mère ouvrit mais refusa de la laisser entrer, les yeux rougis par les larmes. « Nous prions pour toi tous les jours, ma fille, mais tant que tu ne renonces pas à cette vie de péché, nous ne pouvons pas t'accueillir. Ton père est catégorique. » Sophie apparut derrière elle, hésitante, mais la mère l'attira à l'intérieur, fermant la porte doucement mais fermement. Sophie contacta Émilie plus tard, avouant qu'elle avait accepté les fiançailles avec le fils des Martin pour calmer les parents, même si son cœur appartenait toujours à Juliette. « Je me sens perdue, grande sœur, mais je ne veux pas te faire subir plus de souffrance. » Cette nouvelle fut un coup de poignard supplémentaire pour Émilie, qui voyait sa sœur sacrifier son authenticité par peur, exactement ce qu'elle avait voulu éviter. La culpabilité se transforma en colère puis en une profonde tristesse existentielle. Au travail, après des semaines de congé, elle fut finalement licenciée pour des motifs administratifs flous, mais elle savait que les appels de sa famille avaient joué un rôle. Sans emploi, elle enchaîna les petits boulots précaires dans des cafés du quartier latin servant des touristes, tout en postulant à de nouvelles assistantes sociales ailleurs en France, peut-être à Lyon ou Marseille, pour fuir les souvenirs parisiens. Claire tenta un retour progressif proposant une thérapie de couple, mais Émilie hésita, craignant de traîner son amante dans son chaos émotionnel. Lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, elles parlèrent ouvertement pour la première fois depuis des semaines. « Je réalise maintenant que mon coming out était autant pour moi que pour Sophie, dit Émilie. J'y étais fatiguée de me cacher, mais le prix est énorme. » Claire la serra dans ses bras mais avertit que la reconstruction prendrait du temps. Émilie commença à fréquenter un groupe de soutien LGBT près de la gare du Nord, écoutant les histoires des autres femmes ayant vécu des rejets familiaux similaires.
Ces rencontres lui apportèrent un début d'éveil. Elle comprit que sa force résidait dans l'authenticité et non dans le sacrifice aveugle. Cependant les nuits restaient difficiles, hantées par les visages déçus de ses parents et les larmes de Sophie. Des mois plus tard, alors que l'automne parisien colorait les feuilles des marronniers, Émilie avait reconstruit une vie fragile. Elle avait trouvé un nouveau poste dans une association d'aide aux jeunes LGBTQ à Montreuil, loin des cercles familiaux. Sophie, elle appelait en secret de temps en temps, avouant que ses fiançailles la rendaient malheureuse mais qu'elle n'osait pas rompre par peur des conséquences. Leur lien s'était transformé en une connexion clandestine, fragile mais réelle. Un dernier affrontement eut lieu lors d'une messe de Noël où Émilie osa se présenter à l'église familiale. Son père l'ignora ostensiblement, mais sa mère lui glissa discrètement un regard plein de regret avant de détourner les yeux. Pierre et sa famille gardèrent leur distance. Sophie la rejoignit dehors après la cérémonie, chuchotant: je pense à tout quitter Émilie, mais j'y ai encore peur. Émilie répondit avec sagesse en la serrant dans ses bras: tu dois choisir ton chemin, ma petite sœur, comme j'y ai choisi le mien. Le sacrifice n'est noble que s'il n'écrase pas tout le monde autour. Claire et Émilie se retrouvèrent progressivement, reconstruisant leur relation sur des bases plus honnêtes, avec des discussions régulières sur l'avenir et les limites familiales. Émilie réalisa que perdre sa famille biologique l'avait forcée à trouver une famille choisie parmi ses amis du groupe de soutien et ses collègues. La douleur persistait, mais elle s'accompagnait d'une force nouvelle, d'une conscience accrue des injustices sociales et d'un engagement plus profond dans son travail d'accompagnement des jeunes en questionnement. Au fil des saisons, Émilie apprit à vivre avec le vide familial tout en honorant le geste initial qui avait tout déclenché. Elle protégeait désormais Sophie de loin, en l'encourageant à écouter son cœur plutôt qu'aux pressions extérieures. Est-il vrai que protéger les autres au prix de sa propre destruction est toujours la décision moralement juste ?